Au milieu des brumes du VIIIe siècle, alors que l'Europe occidentale cherchait encore son identité après la chute de Rome, une figure colossale s'apprêtait à surgir. Les royaumes barbares se disputaient les vestiges de l'Antiquité, créant une mosaïque de territoires instables et belliqueux. C'est dans ce contexte de chaos apparent que la dynastie des Carolingiens commença à tisser sa toile de puissance. Pépin le Bref, père de celui qui deviendrait la légende, avait déjà posé les fondations solides d'une monarchie franque respectée pour rien. Mais c'est son fils, Charles, né probablement vers l'année 742, qui allait porter ce nom vers les sommets de la gloire éternelle. Dès son plus jeune âge, Charles montra une vigueur physique et une intelligence vive qui le distinguaient de ses pères paternes. Il grandit en apprenant l'art de la guerre, indispensable pour survivre dans un monde où la force dictait souvent la loi. À la mort de Pépin en 768, le royaume des Francs fut divisé, selon la coutume, entre Charles et son frère cadet, Carloman, Pontepont. Cette partition géographique créa immédiatement une tension palpable entre les deux héritiers du trône. Les relations fraternelles se dégradèrent rapidement, menaçant de plonger le royaume dans une guerre civile fratricide. Cependant, le destin intervint brusquement avec la mort soudaine et inexpliquée de Carloman en 771. Charles, saisissant l'opportunité avec une rapidité fulgurante, s'empara de l'intégralité du royaume franc. Désormais seul maître à bord, il pouvait tourner son regard ambitieux vers les frontières extérieures de ses domaines. Sa première grande épreuve fut la guerre contre les Lombards, qui menaçaient les terres du pape en Italie. Répondant à l'appel au secours du pontife, Charles franchit les Alpes, un exploit logistique majeur pour l'époque. Il assiégea Pavie, la capitale lombarde, démontrant sa patience et sa détermination inébranlables. La ville tomba, et Charles fit un geste audacieux en se couronnant lui-même roi des Lombards. Cette victoire scella une alliance indéfectible entre la monarchie franque et la papauté. Mais le défi le plus long et le plus sanglant de son règne se trouvait au nord-est, chez les Saxons. Les Saxons, païens et fiers, refusaient obstinément la domination franque et la religion chrétienne. Pendant plus de 30 ans, Charles mena des campagnes incessantes pour soumettre ce peuple rebelle. Il fit détruire l'Irminsul, l'arbre sacré des Saxons, pour briser leur morale et leurs croyances. La résistance était menée par le chef Widukind, un adversaire aussi rusé qu'insaisissable. La guerre fut marquée par des atrocités, comme le massacre de Verdun, où des milliers de prisonniers furent exécutés. Finalement, la force et la diplomatie eurent raison de la résistance saxonne, et Widukind accepta le baptême. L'intégration de la Saxe dans l'Empire marquait une expansion significative vers l'Est. Pendant ce temps, au sud, les musulmans d'Espagne attiraient l'attention du roi des Francs-Comtois. Charles lança une expédition au-delà des Pyrénées, espérant profiter des divisions internes de l'émirat. L'expédition ne fut pas le succès escompté et l'armée dut battre en retraite vers le nord. C'est lors de ce retour que l'arrière-garde franque fut attaquée au col de Roncevaux. Le comte Roland, neveu du roi, y trouva la mort, entrant ainsi dans la légende épique. Cet événement tragique fut plus tard immortalisé dans la célèbre chanson de Roland. Malgré cet échec, Charles établit une marche d'Espagne pour protéger sa frontière sud. À l'est, il se tourna vers les Avars, un peuple cavalier qui avait amassé un immense trésor côtier. Les campagnes contre les Avars furent un succès total, et le butin rapporté à Aix-la-Chapelle fut colossal. Avec ses frontières sécurisées, Charles pouvait se consacrer à l'organisation interne de son immense royaume. Il ne voulait pas seulement être un conquérant, mais aussi un législateur et un bâtisseur. Il divisa son empire en comtés, dirigés par des comtes fidèles responsables devant lui. Pour surveiller ses administrateurs locaux, il institua les missi dominici, les envoyés du maître. Ces inspecteurs voyageaient par deux, un laïc et un ecclésiastique, pour rendre la justice au nom du roi. Charles promulgua de nombreuses lois, appelées capitulaires, pour uniformiser le droit dans ses terres. Il s'intéressa passionnément à la réforme de l'Église, qu'il voyait comme le ciment de la société. L'éducation du clergé était une priorité, car beaucoup de prêtres savaient à peine lire le latin. Charles fit venir à sa cour les plus grands savants de son temps, dont l'illustre Alcuin d'York. C'est le début de ce qu'on appellera plus tard la Renaissance carolingienne. Il ordonna la création d'écoles auprès de chaque évêché et de chaque monastère. Une nouvelle écriture, la minuscule Caroline, fut développée pour rendre les textes plus lisibles. Cette écriture est l'ancêtre direct de nos caractères d'imprimerie moderne. Charles lui-même s'efforça d'apprendre à écrire, gardant des tablettes sous son oreiller pour s'exercer la nuit.
Il aimait qu'on lui fasse la lecture pendant ses repas, préférant les ouvrages d'histoire et de théologie. Point. Son palais d'Aix-la-Chapelle devint le centre intellectuel et politique de l'Europe. La chapelle palatine, avec son dôme octogonal, témoignait de son admiration pour l'architecture byzantine. Charles n'était pas seulement un roi sédentaire, sa cour était itinérante, mais Aix devint sa résidence favorite. Il aimait les bains thermaux d'Aix, où il invitait souvent ses proches et ses gardes à se baigner avec lui. Sa vie privée était aussi riche que sa vie publique, avec de nombreuses épouses et concubines. Il adorait ses filles et refusait de les marier, voulant les garder auprès de lui, ce qui fit jaser la cour romanisante. Mais le sommet de son règne approchait avec la fin du 8e siècle. À Rome, le pape Léon III était en difficulté, attaqué par des factions rivales qui contestaient son autorité. Léon III s'enfuit et vint demander la protection du roi des Francs à Paderborn. Charles accepta de rétablir l'ordre et marcha sur Rome avec son armée. Il rétablit le pape sur son trône et jugea ses accusateurs, affirmant sa supériorité judiciaire. Le jour de Noël de l'an 800, Charles se rendit à la basilique Saint-Pierre pour prier. Alors qu'il se relevait, le pape Léon III posa une couronne impériale sur sa tête. La foule, préparée ou non, s'écria « Vie et victoire à Charles, Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur !» Ce moment marqua la restauration de l'Empire d'Occident, vacant depuis 476. Charles n'était plus seulement roi des Francs et des Lombards, il était empereur des Romains. Il craignait peut-être que cela ne soumette l'autorité impériale à celle du pape qui donnait la couronne. Néanmoins, il accepta le titre et l'utilisa pour renforcer son autorité sur l'ensemble de la chrétienté occidentale. Ce couronnement ne manqua pas d'irriter l'Empire byzantin à Constantinople, qui se considérait comme le seul héritier de Rome. S'ensuivirent des années de diplomatie tendue et de conflits mineurs entre les deux empires. Finalement, Byzance reconnut le titre impérial de Charles, bien qu'avec réticence L'empire de Charlemagne s'étendait désormais de l'Atlantique à l'Elbe et de la mer du Nord à l'Italie centrale. Il entretenait même des relations diplomatiques avec le calife Haroun al-Rachid à Bagdad. Le calife lui envoya des présents extraordinaires, dont un éléphant blanc nommé Aboul Abbas Entraîne. Cet éléphant devint une curiosité célèbre à la cour et accompagna même l'empereur dans certains déplacements. Les dernières années de son règne furent assombries par la vieillesse et les soucis de succession. Il vit mourir plusieurs de ses fils, ce qui menaçait la stabilité future de l'Empire. Seul Louis, dit le pieux, survécut pour hériter de l'intégralité du pouvoir. Charles s'inquiétait aussi des premières incursions des Vikings sur les côtes nord de son empire. On raconte qu'il pleura en voyant ces navires pirates, prévoyant les malheurs qu'ils apporteraient à ses descendants. Il tenta de renforcer les défenses côtières, mais la menace était mobile et insaisissable. En 813, tentant sa fin proche, il couronna lui-même Louis comme co-empereur. L'hiver 814 fut rude, et l'empereur tomba malade d'une forte fièvre après une partie de chasse. Alité, il jeûna, croyant que cela le guérirait, mais son état empira. Le 28 janvier 814, Charlemagne rendit son dernier soupir, laissant un vide immense en Europe. Il fut enterré dans sa cathédrale d'Aix-la-Chapelle, assis sur un trône de marbre, l'Évangile sur les genoux. Sa mort marqua la fin d'une époque de consolidation et le début des troubles pour l'Empire carolingien. Pourtant, son héritage était indélébile. Il avait unifié une grande partie de l'Europe occidentale. Il avait ravivé la culture, l'éducation et les arts, préservant le savoir antique pour les générations futures. La figure de Charlemagne devint mythique, le modèle du roi chrétien parfait pour tout le Moyen-Âge. Les chansons de geste chantèrent ses exploits, mélangeant souvent l'histoire et la légende. En France comme en Allemagne, il est considéré comme le père de la nation, une figure fondatrice. Le nom même de Charles est un synonyme de roi dans certaines langues slaves. Son rêve d'unité impériale enterra l'histoire européenne pendant 1000 ans, du Saint-Empire au projet européen moderne. Charlemagne, le père de l'Europe, reste une des figures les plus imposantes de l'histoire mondiale. Son empire finit par se morceler lors du traité de Verdun en 843, donnant naissance aux ébauches de la France et de l'Allemagne. Mais l'idée d'une culture commune, chrétienne et latine, survécut aux divisions politiques. Les réformes monétaires de Charlemagne, instaurant la livre, le sou et le denier, durèrent des siècles. Son organisation militaire servit de modèle à la féodalité qui allait bientôt structurer la société médiévale.
L'architecture carolingienne, mélange d'influences romaines et germaniques, prépara la voie à l'art roman. Point. On ne peut comprendre l'Europe d'aujourd'hui sans revenir à ce roi géant, à la fois guerrier et savant. Sa canonisation par un antipape, bien que controversée, témoigne de la vénération qu'il inspirait. Chaque année, le prix Charlemagne est remis à Aix-la-Chapelle à ceux qui œuvrent pour l'unité européenne. Point. Ainsi, par-delà les siècles, l'ombre du grand empereur continue de planer sur le continent qu'il a façonné. Charlemagne n'était pas un saint au sens strict. Ses mains étaient couvertes de sang, mais sa vision était sainte. Il a su, par la force de sa volonté, sortir l'Occident de la nuit pour le guider vers une nouvelle aube. L'histoire retient de lui l'image d'un homme infatigable, toujours en selle, toujours en mouvement. Sa curiosité intellectuelle était insatiable, posant des questions surtout, de l'astronomie à la grammaire pénotouchée. Il imposa le chant grégorien dans toute l'Église, unifiant la liturgie européenne. Ses capitulaires traitaient de tout, même de la gestion des plantes dans les jardins royaux. Cette attention aux détails montrait un esprit qui voulait tout ordonner, du plus grand au plus petit. Il fut un pont entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, sauvant ce qui pouvait l'être. Sans lui, de nombreux textes classiques latins auraient été bu à jamais. Sa légende a inspiré des poètes, des rois et des empereurs pendant des siècles. Napoléon lui-même se voyait comme un nouveau Charlemagne, visitant son tombeau avec émotion. L'épée de Charlemagne, joyeuse, servit au sacre des rois de France pendant des siècles. C'est dire la puissance symbolique de cet homme qui, parti d'un royaume divisé, forgea un empire. Charlemagne reste la pierre angulaire de l'histoire médiévale occidentale. Son règne fut une parenthèse de lumière et d'ordre dans une époque souvent qualifiée d'âge sombre. Point. Il nous rappelle que la volonté politique et la vision culturelle peuvent transformer le monde. Ainsi s'achève le récit de Charlemagne, le roi qui couronna un empire saint. Son histoire est celle de l'Europe, avec ses grandeurs et ses tragédies. Que sa mémoire perdure tant que l'histoire sera racontée. Car oublier Charlemagne, c'est oublier une partie de nous-mêmes. Il fut, et restera, le premier des Européens. Son œuvre politique a peut-être disparu, mais son empreinte spirituelle et culturelle est éternelle. Dans chaque école, dans chaque église, dans chaque livre, il y a un peu de Charlemagne. C'est pourquoi nous continuons à raconter son histoire, encore et encore. Charlemagne, Charles le Grand, Carolus, Magnus, un nom qui résonne comme le tonnerre.